Sarah pensait elle était juste étant gentille. Pour 3 mois, elle donna des crêpes gratuites à la affamée, muette petite fille qui s'asseyait dans l'arrière de son dîner chaque matin. Elle ne savait pas la fille valait 50 millions de dollars. Elle ne savait pas qu'en la nourrissant, elle était interférant avec le plus dangereux homme dans Boston. Et elle certainement ne savait pas que sur un pluvieux mardi, les portes du diner seraient bottées ouvertes, pas par des clients, mais par 4 armés entrepreneurs de sécurité entourant un homme qui ressemblait, il possédait la ville. Quand il pointa un doigt à Sarah et dit « Où est-elle ?» Sarah avait 2 secondes pour décider. Abandonner la fille ou mourir essayant de la protéger. L'enseigne néon du diner d'Ali vacillait avec un mourant bourdonnement, s'éclaircit la gorge, jetant une maladive lumière jaune sur le humide trottoir de Dorchester Avenue. Il était 6h45 du matin dans South Boston, le genre de matin où le froid ne juste touche pas votre peau, il s'installe dans vos os. Sarah vérifia sa réflexion dans le distributeur de serviettes en acier inoxydable. À 24, elle ressemblait 30. Cernes noires meurtrissaient de la peau sous ses yeux, un témoignage à double quart et manuel scolaire d'école d'infirmière lu par lampe de poche à 3 heures du matin. Elle serra son tablier, celui avec la tache de ketchup qui ne laverait pas, et prit une profonde respiration. Elle avait besoin des pourboires. Le loyer était dû dans 4 jours et son propriétaire, M. Anderson, avait arrêté d'accepter des excuses 2 mois auparavant. « Commande prête, Sarah », appela Gros Mike de la cuisine. La cloche tinta, perçante et exigeante. Sarah attrapa les assiettes d'œufs et de bacon, naviguant le sol en damier en pilote automatique. Elle versa du café pour vieil homme Jenkins, qui avait été assis sur le même tabouret depuis 1985 et essuya le comptoir. Puis la porte tinta. 7h05 du matin, juste à l'heure. Sarah ne leva pas les yeux immédiatement, mais elle sentit le changement dans l'air. La rafale de vent de la porte s'ouvrant apporta l'odeur de pluie et d'échappement, suivie par le doux frottement de baskets mouillées. Une petite fille se glissa à l'intérieur. Elle ne pouvait pas avoir eu plus de 8 ans. Elle était petite pour son âge, se noyant dans un délavé sweat à capuche bleu marine qui était 2 tailles trop grand. Ses jeans étaient effilochés aux ourlets, traînant sur des baskets incrustées de boue qui avaient une fois été roses. Ses cheveux, un fouillis emmêlé de vagues blondes sales, étaient tirés en avant pour cacher son visage. Elle ne regarda personne. Elle juste marcha tête baissée droit vers la cabine 4. Celle dans le lointain coin arrière près des toilettes où l'ampoule avait grillé des semaines auparavant. Sarah la regarda du coin de son œil. C'était la routine. Cela commença 3 semaines auparavant. La fille viendrait, s'assoirait pendant 20 minutes, boirait un verre d'eau si Sarah en laissait un, et puis disparaîtrait avant que le coup de feu du matin n'atteigne son pic. Elle ne commanda jamais de nourriture. Elle ne parla jamais. La première semaine, Sarah l'avait ignoré. Le propriétaire, M. Ali, détestait les traîneurs. Pas de paiement, pas de séjour était sa devise. Mais O'Malley était en Floride gérant un divorce et Sarah était en charge. La 2e semaine, Sarah avait remarqué les mains de la fille. Elle tremblait. Pas de froid, mais de quelque chose d'autre. Faim, peur. Sarah connaissait ce tremblement. Elle l'avait vu dans le miroir assez de fois. Sarah attrapa une fraîche cafetière et un menu, marchant vers la cabine 4. « Salut là », Sarah dit, gardant sa voix basse et douce. La façon elle parlait au chat errant derrière son complexe d'appartement. « Mauvais temps dehors, là, hein? » La fille ne leva pas les yeux. Elle était pinçant un fil lâche sur le siège en vinyle. « J'ai fait une erreur dans la cuisine. » Sarah mentit doucement. Elle devenait bonne à ce mensonge. Cuisiner une pile supplémentaire de crêpes aux myrtilles. Boss dit « Je dois le jeter ou le manger », s'éclaircit de la gorge. « Mais je suis pleine. Vous pensez vous pourriez m'aider? Ce serait d'un gaspillage de le jeter. » La fille arrêta de pincer le siège. Lentement, elle leva les yeux. Ses yeux étaient la couleur de nuages d'orage, gris, intense
et terrifiée. Il y avait une intelligence là qui ne correspondait pas à la saleté sur son visage. Elle regarda Sarah, cherchant un piège. Ne trouvant rien, elle donna un microscopique hochement de tête. « Vous l'avez », Sarah sourit. Elle retourna à la cuisine. « Mike, pile de myrtilles à la volée. Mets-le sur mon compte. Tu ne peux pas continuer à nourrir l'errante, Sarah. » Mike grogna, retournant un burger. « Tu as à peine assez pour te nourrir. Juste cuisine-le, Mike. » Quand Sarah plaça l'assiette fumante devant la fille, l'enfant ne l'attrapa pas immédiatement. Elle attendit jusqu'à ce que Sarah tournât son dos. Quand Sarah jeta un coup d'œil 1 minute plus tard, l'assiette était propre. « Quel est votre nom, chérie? » Sarah demanda, remplissant le verre d'eau. Silence. La fille juste regarda ses mains. « Je suis Sarah. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous juste faites un signe, d'accord? » La fille atteignit dans sa poche. Sarah se tendit, regardant sa main. Était-elle atteignante pour une arme? Drogue. Vous ne saviez jamais dans cette partie de Boston. La fille tira une serviette. Dessus, elle avait dessiné une image avec un stylo bille noir. C'était un oiseau, un moineau dessiné avec un choquant détail architectural. Chaque plume était précise. C'était beau et déchirant triste. Elle glissa la serviette vers Sarah, puis glissa hors de la cabine et courut hors de la porte avant que Sarah puisse dire un mot. « À demain », Sarah murmura, effleurant le rugueux papier de la serviette. Mais le jour suivant, les choses changeraient. La routine était sur le point de se rompre. Mardi matin, la pluie avait tourné en une averse torrentielle. Les gouttières dehors débordaient, créant un fossé de boue autour du diner. Sarah était anxieuse. Il était 7h15 du matin. La fille était 10 minutes en retard. « Elle ne vient pas », vieil homme Jenkins grommela, sirotant son café. Stiles probablement la ramassa, ou pire. « Elle viendra », Sarah claqua, essuyant une tache sur le comptoir si fort que le stratifié faillit peler. À 7h22 du matin, la porte s'ouvrit. La fille trébucha dedans. Elle était trempée jusqu'aux os. Elle n'était pas marchand. Elle était boitant. Sarah laissa tomber son chiffon et se précipita de derrière le comptoir. « Hé, vous êtes bien? » La fille fit une ligne directe pour la cabine 4, s'effondrant sur le vinyle. Elle tremblait violemment. Ses lèvres étaient bleues. Sarah courut à l'arrière, attrapant un propre torchon et une tasse de chocolat chaude elle avait préparée à l'avance. Elle se glissa dans la cabine opposée à la fille. « Tiens, » Sarah dit, enveloppant la serviette autour des petites épaules de la fille. « Bois ceci, c'est chaud », s'éclaircit la gorge. Les mains de la fille tremblaient si mal elle ne pouvait pas tenir la tasse. Sarah tendit la main pour la stabiliser, et c'est quand elle le vit. La manche de la fille avait remonté. Sur son poignet gauche, partiellement caché par une couche de crasse, était un bracelet. Ce n'était pas une babiole en plastique d'une machine à chewing-gum. C'était argent, lourd, platine massif ou or blanc. Pendant de lui était un petit charme en forme de pièce d'échec, un roi, et incrusté dans la couronne du minuscule roi était un diamant, un vrai. Sarah connaissait les bijoux. Son ex-petit ami avait été un courtier en pornographie avant qu'il atterrit en prison. Cette pierre était impeccable. Ce bracelet valait plus que les frais de scolarité de Sarah, voiture et dents d'organes combinés. « Où avez-vous obtenu cela? » Sarah murmura, ses yeux grands. La fille tira son bras en arrière, tirant la manche vers le bas agressivement. Peur flamba dans ses yeux, pure panique non adultérée. Elle regarda vers la porte, puis de nouveau Sarah, sa poitrine se soulevant. Elle atteignit dans sa poche et tira une autre serviette. S'éclaircit la gorge, elle la claqua sur la table. Ce dessin n'était pas un oiseau, c'était une maison, un massif manoir de style gothique avec de hautes grilles en fer. Mais dans les fenêtres de la maison, la fille avait dessiné des barreaux. Et debout dehors la grille, elle avait dessiné une figure, un grand homme bâton avec une cravate rouge. Elle avait dessiné l'homme avec des lignes déchiquetées, le faisant paraître vibrant et en colère. À côté de l'homme, elle écrivit un mot en lettres capitales tremblantes. « J'ai suis ».
Sarah sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec la porte ouverte. Qui est-il? Est-il vous blessant? La fille secoua sa tête frénétiquement. Elle pointa vers le dessin de l'homme, puis pointa vers la porte du dîner. « Ils viennent ici? » Sarah demanda. La fille hocha la tête. Larmes montèrent dans ses yeux gris, coupant des traces à travers la saleté sur ses joues. « D'accord, Sarah dit, ses instincts maternels supplantant son bon sens. « D'accord, vous êtes en sécurité ici. Je ne laisserai personne vous prendre. Je promets. » Sarah se leva pour aller chercher son téléphone. Elle avait besoin d'appeler quelqu'un, la police, services sociaux. Elle ne faisait pas confiance aux flics dans ce commissariat. La moitié d'entre eux étaient corrompus. Mais elle devait faire quelque chose. Elle marcha derrière le comptoir et atteignit pour son sac. Comme elle fit, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre avant. Un SUV noir était au ralenti à travers la rue. C'était un Cadillac Escalade, vitres teintées, brillant propre malgré la pluie. Il ressemblait à un requin nageant dans un étang de Veyron. Il n'appartenait pas à South Boston. Sarah se figea. La porte arrière de l'Escalade s'ouvrit. Une botte frappa le trottoir, puis une autre. Mike. Sarah siffla, ne quittant pas ses yeux de la fenêtre. Mike, sors d'ici. Je suis occupé, Sarah. Maintenant, Mike. Le ton de sa voix fit Gros Mike laisser tomber sa spatule. Il dodelinait dehors, essuyant ses mains sur son tablier. Quoi? Y a-t-il un feu? Regarde, Sarah pointa. Un homme sortit du véhicule. Il était grand, portant un manteau de laine gris anthracite qui coûtait plus que le dîner faisait en un mois. Il avait des cheveux argentés, parfaitement coiffés, et une mâchoire qui pouvait couper du verre. Il ne ressemblait pas à un criminel. Il ressemblait à un sénateur ou un PDG. Mais ce n'était pas lui qui effrayait Sarah. C'étaient les 4 hommes qui sortirent derrière lui. Ils étaient nocifs. Ils portaient un équipement de pluie tactique noir, des oreillettes et le renflement distinct d'armes de poing sous leur veste. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, scrutant la rue, vérifiant les toits. Ils n'étaient pas flics. Ils étaient muscles privés, mercenaires haut de gamme. L'homme aux cheveux argentés ajusta ses boutons de manchette, regarda directement le dîner et commença à marcher à travers la rue. Sarah se tourna vers la cabine 4. La fille était partie. « Où est-elle? » Sarah panique murmura. Elle regarda vers le bas. La fille était sous la table, recroquevillée en boule fétale, serrant ses yeux fermés. Ses mains serrées sur ses oreilles. La cloche au-dessus de la porte ne juste tinta pas cette fois. Cela se sentait comme un péage. L'atmosphère dans O'Malley changea instantanément. Le bavardage décontracté des habitués du matin s'éteignit. Le tintement de l'argenterie s'arrêta. L'homme au manteau gris entra en premier. Il n'essuya pas ses pieds. Il juste marcha sur le sol en damier, ses yeux balayant la pièce comme un prédateur balayant un troupeau. Il avait une aura d'autorité absolue. L'air autour de lui se sentait s'éclaircir la gorge, plus froid. 2 des gardes du corps restèrent à la porte, bloquant la sortie, bras croisés, impassibles. Les 2 autres flanquèrent l'homme aux cheveux argentés, se déplaçant dans la pièce. « Puis-je vous aider? » Sarah demanda. Sa voix tremblait, mais elle tint bon derrière le comptoir. Elle serra la poignée de la cafetière comme une arme. L'homme l'ignora. Il marcha vers le centre de la pièce. S'éclaircit la gorge. Il prit une lente respiration, inhalant l'odeur de graisse et de café rassis avec un air de dégoût. « Je cherche », l'homme dit, sa voix un profond, lisse baritone qui portait à l'arrière de la pièce pour une enfant. Personne ne bougea. Vieil homme Jenkins abaissa son journal lentement. « Une fille », l'homme continua, à peu près cette hauteur, blonde, sale, probablement portant des vêtements qui ne lui vont pas. Il atteignit dans sa poche de manteau. Le cœur de Sarah martelait contre ses côtes. Il tira une photographie et la tint. C'était un portrait professionnel. La fille sur la photo était propre, portant une robe de velours.
ses cheveux coiffés de rubans, mais les yeux étaient les mêmes. S'éclaircit la gorge, grise, orageux. Son nom est Maya. Et Maya. L'homme dit, et elle a quelque chose qui m'appartient. Sarah jeta un coup d'œil à la réflexion dans la vitrine à tarte. Elle pouvait juste à peine voir les baskets dépassant dessous la cabine 4. S'il marchait 3 pas à droite, il la verrait. Nous n'avons pas vu d'enfants ici, Sarah mentit. C'est un endroit d'hommes qui travaillent. Les enfants sont à l'école. L'homme tourna sa tête lentement pour regarder Sarah. Ses yeux étaient bleus, glacials et dépourvus de chaleur. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Est-ce ainsi? » il demanda. Il marcha vers le comptoir. « Parce que mon tracker indique qu'elle a été dans ce bâtiment pour les dernières 20 minutes. » Un tracker, le bracelet. Sarah se sentit malade. Elle aurait dû savoir. Le GPS n'est pas toujours précis avec toute cette interférence, Sarah dit, son esprit s'emballant. Peut-être elle marcha par dehors. Il y a une ruelle là-bas. L'homme atteignit le comptoir. De près, il sentait le cher cologne et l'ozone. Il plaça les 2 mains sur le stratifié. Ses doigts manucurés tapotaient un rythme. « Jeune femme, » il dit doucement. « Je suis Arthur Sterling. Savez-vous qui je suis? » Sarah secoua sa tête. « Je possède Sterling Tech. Je possède les serveurs qui traitent vos pourboires de cartes de crédit. Je possède les caméras de sécurité sur le coin de rue. » Il se pensa plus près. « Et je n'aime pas être menti par des serveuses. » Il claqua ses doigts. Un des gardes du corps, un géant avec une cicatrice courant à travers son sourcil, s'avança. Il tira un morceau de papier plié de sa poche et le claqua sur le comptoir. C'était un reçu. De Alice, aura daté 3 minutes auparavant. Crêpes aux myrtilles, Arthur Sterling lut. Mis sur un compte pour Sarah. Maintenant, à moins que vous ne mangiez une portion d'enfant de crêpes au milieu d'un corps. Où est-elle? Sarah déglutit difficilement. Elle regarda Gros Mike. Mike tenait une lourde poêle en fonte, l'air prêt à balancer, mais il tremblait. Contre 4 hommes armés, une poêle était inutile. « Elle a peur de vous, » Sarah dit, sa voix trouvant une soudaine force d'acier. « Elle se cache parce qu'elle est terrifiée. Qu'avez-vous fait à elle? » Le diner devint silencieux. Vous pouviez entendre une épingle tomber. Personne ne parla à Arthur Sterling comme ça. Le visage d'Arthur se durcit. Le masque poli glissa. « Fouillez l'endroit, » il commanda aux gardes. « Déchirez-le si vous devez. »« Hé !» Mike cria sortant de la cuisine. « Vous ne pouvez pas jeter le garde avec la cicatrice, bougea avec un flou de vitesse. » Il poussa Mike en arrière contre la hotte du grille avec une main. « Assieds-toi, gros homme. » Les autres gardes commencèrent à se déplacer de cabine en cabine. Ils vérifiaient sous les tables. Claire, le premier dit. Claire, le second dit. Ils s'approchaient de la cabine 4. Le cœur de Sarah était dans sa gorge. Elle devait faire quelque chose. « Attendez !» Sarah cria. Arthur se tourna de nouveau vers elle. « Oui, elle est là, elle est celle de bain. » Sarah lâcha. Elle est dans la salle des dames, enfermée à l'intérieur. C'était une tactique de diversion, une désespérée. Arthur la regarda fixement pendant une longue seconde, analysant ses micro-expressions. Puis il hocha la tête au garde cicatrisé. Défonce la porte. Le garde marcha vers les toilettes à l'arrière. Il passa juste à côté de la cabine 4. Sarah retint sa respiration. « S'il vous plaît, ne regardez pas vers le bas. S'il vous plaît, ne regardez pas vers le bas. » Le garde atteignit la porte de la salle de bain. Il ne se donna pas la peine de frapper. Il leva une lourde botte et botta la serrure. Le bois éclata avec un fort craquement. La porte s'ouvrit en grand. Le garde entra, pistolet tiré. Un moment plus tard, il sortit. « Vide, monsieur, le garde dit. Fenêtres ouvertes. Elle a dû grimper dehors dans la ruelle. » Sarah cligna des yeux. « Quoi? » Elle regarda la cabine 4. C'était vide. Comment? Quand? Sarah avait été regardant tout le temps. À moins que Sarah regardât le sol, la trappe de service. Sous la cabine 4.
Il y avait une vieille trappe de maintenance qui menait à la cave du piège à graisse. Elle n'avait pas été ouverte depuis des années. Elle était couverte par un tapis en caoutchouc. Le tapis était de travers. Le visage d'Arthur Sterling tourna une nuance de pourpre cramoisi. Il se retourna vers Sarah. « Vous nous avez retardés », il siffla. Il atteignit par-dessus le comptoir et attrapa Sarah par le col de son uniforme. Il la tira près, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait », il murmura. « Cette fille, elle n'est pas juste une fugueuse. Elle est la clé. » « La clé de quoi ?» Sarah étrangla. « À tout, » Arthur dit. Il poussa Sarah en arrière. Elle trébucha, renversant une pile de tasses de café qui se brisèrent sur le sol. « Trouvez-la » Arthur rugit à ses hommes, balayez la ruelle, verrouillez le bloc. Les hommes se précipitèrent hors de la porte. Arthur jeta un dernier regard à Sarah. « Si je découvre, vous savez où elle va, » il dit, boutonnant son manteau. « Je brûlerai ce diner au sol avec vous à l'intérieur. » Il se tourna et s'éloigna sous la pluie. S'éclaircit la gorge. Sarah resta là tremblante, entourée de porcelaine cassée. Le diner était mort silencieux. Puis un faible son vint de la cuisine, pas de la porte. Du garde-manger de stockage sec. Tap, tap, tap. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. La trappe dans le sol ne menait pas à la ruelle. Elle connectait aux vieilles tuyaux de ventilation qui montaient dans le garde-manger. Sarah se précipita vers la porte du garde-manger et l'ouvrit. Là, assise sur un sac de farine, était Maya. Elle tenait ses lourdes bottes dans ses mains pour qu'elle puisse bouger silencieusement. Elle regarda Sarah. Elle ne semblait plus effrayée. Elle semblait déterminée. Elle l'atteignit dans sa poche de sweat à capuche et tira autre chose. Ce n'était pas une serviette cette fois. C'était une clé USB, une clé flash argentée robuste avec le logo Sterling Tech dessus. Maya la tendit à Sarah. « Cache ceci », la muette Phil murmura. C'était la première fois elle avait jamais parlé. Sa voix était rauque, inutilisée, mais claire. « Il ne me veut pas », Maya dit, fixant la porte où son père venait de partir. « Il veut ce que j'ai volé. » « Nous devons partir, » Sarah murmura, attrapant la main de Maya. Juste maintenant, le diner était silencieux. Mais dehors, des cris de l'équipe de sécurité devenaient plus forts. Ils réalisaient que la ruelle était vide. Cela leur prendrait peut-être 45 secondes pour faire le tour vers l'avant ou pire, rentrer dans la cuisine. Ma voiture est à l'arrière, mais c'est passé la sortie de la ruelle. Sarah siffla. « Nous ne pouvons pas aller par là. » Maya serra la main de Sarah. Elle pointa vers le plafond. « Le toit ?» Sarah demanda. Maya hocha la tête. Elle pointa vers la hotte de ventilation au-dessus du grille. C'était une monstruosité industrielle couverte de graisse, mais elle avait un panneau d'accès pour le nettoyage. Sarah n'était pas une gymnaste, mais l'adrénaline est une puissante drogue. Elle hissa Mia en premier. La fille était légère comme une plume. Mia se précipita sur la hotte en acier inoxydable et fit sauter les clips de ventilation avec une dextérité qui suggérait ce n'était pas sa première fois de cambriolage. Elle tendit la main, sa petite main, offrant de l'aide. Sarah attrapa l'étagère, se propulsa du comptoir et se hissa. Ils rampèrent dans le conduit sombre et gras, juste comme la porte de la cuisine claqua ouverte en dessous d'eux. Elle n'est pas dans la ruelle. Une voix profonde rugit. C'était le garde cicatrisé. Vérifiez le congélateur. Vérifiez le sous-sol. Sarah retint sa respiration, allongée à plat dans le tunnel métallique. L'odeur de vieille graisse de burger était suffocante. Elle poussa Maya en avant. Ils rampèrent 10 pieds vers la trappe d'accès au toit. La poussière ouverte et se déversèrent sous la pluie battante sur le toit du dîner. L'air froid frappa Sarah comme une gifle. En dessous d'eux dans la rue, l'escalade noire était toujours au ralenti. Le chauffeur était dehors, fumant une cigarette, regardant la porte d'entrée du diner. « Nous avons besoin d'une distraction, » Sarah pensa. Elle regarda le bord du toit. Il y avait une échelle de secours menant à la rue latérale, loin de la ruelle,
loin de l'escalade. « Pouvez-vous grimper ?» Sarah demanda. Maya ne répondit pas. Elle juste balança ses jambes par-dessus le côté et commença à descendre. Elle frappait le trottoir sur la rue latérale. La voiture de Sarah, une Toyota Corolla 2009 déglinguée, avec une aile rouge dépareillée, était garée autour du bloc. Elles sprintèrent. Sarah tâtonna avec ses clés, ses mains tremblant si fort qu'elle les laissa tomber une fois dans une flaque d'eau. « Viens, viens !» elle pria. Elle enfonça la clé, le moteur pétarada, toussa et finalement rugit à la vie avec un claquement bruyant du pot d'échappement lâche. Alors qu'elle s'éloignait du trottoir, un cri résonna derrière elle. « Hé !» Sarah regarda dans le rétroviseur. Un des gardes du corps les avait repérés du coin. Il tapotait son oreillette. « Attendez !» Sarah cria. Elle claqua l'accélérateur. La Corolla gémit mais bondit en avant. Elle prit un virage serré à gauche sur Dorchester Avenue, brûlant un feu rouge. Klaxons retentirent. « Où allons-nous ?» Meyer demanda, sa voix petite dans la cabine chaotique. « Ma place n'est pas sûre. Ils trouveront mon adresse de mon dossier d'employé, » Sarah dit, son esprit s'emballant. « Nous devons aller quelque part où ils ne chercheront pas, quelque part hors réseau. »« Non, » Maya dit fermement. Elle tira la clé USB de sa poche. « Nous avons besoin d'un ordinateur, un rapide, non connecté à l'Internet. » Pourquoi? Parce que Maya regarda la clé. Ceci a une balise de suivi. Elle s'active dans 1 heure si je n'entre pas le code de chiffrement. Si nous ne le craquons pas, il nous trouve. Sarah jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 7h45 du matin. Nous avons 1 heure. Nous avons 40 minutes. Maya corrigea. Je l'ai volé il y a 20 minutes. Sarah serra le volant. Je connais un endroit. Mon cousin Eddie gère un atelier de réparation à Quincy. Il a une pièce blindée pour tester l'électronique. Aucun signal n'entre ou ne sort. Conduisez. Maya dit vite. Alors qu'elle fusionnait sur la I-93, Sarah le vit. Au loin, se faufilant dans le trafic comme un missile, était l'escalade noire. Elles étaient chassées. Moms. Eddie's Auto and Tech était un cimetière de voitures dépouillées et de tours d'ordinateurs situés dans un parc industriel à Quincy. Eddie était un génie, mais il était aussi paranoïaque. Il avait construit une cage de Faraday, une pièce doublée de mailles de cuivre dans son arrière-bureau pour tester des ordinateurs de voitures volées sans que la police ne les suive. Sarah fit déraper la Corolla dans le quai du garage, manquant de peu d'emporter une pile de pneus. Eddie, elle cria, sautant dehors. Eddie, un homme gras avec une casquette des Boston Celtics collée en permanence à sa tête, glissa dessous un Ford F-150. « Sarah, vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. »« Et qui est l'enfant? » »« Pas le temps. Nous avons besoin de la cage maintenant. » Eddie vit la peur dans ses yeux. Il ne posa pas de questions. Il pointa vers l'arrière. Sarah et Maya se précipitèrent dans la petite pièce doublée de cuivre. Sarah claqua la lourde porte et la verrouilla. Le silence fut instantané. Pas de signaux cellulaires, pas de GPIs. Maya s'assit immédiatement à l'établi d'Eddie. Elle brancha la clé USB dans un ordinateur portable isolé. Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle ne tapait pas de mots. Elle tapait du code. Commandes Linux défilaient sur l'écran en une cascade de texte vert. « Vous êtes un hacker ?» Sarah demanda, stupéfaite. « Mon père ne juste voulait pas une fille », Maya marmonna, yeux collés à l'écran. Il voulait un successeur. Il commença à m'enseigner Python quand j'avais 4 ans, le chiffrement quand j'avais 6 ans. Qu'y a-t-il sur la clé, Maya? Maya appuya sur Entrée. Une barre de progression apparut. Décryptage s'éclaircit la gorge. 15%. Preuve. Mia dit Sterling Tech n'est pas juste une entreprise de logiciels. Ils ont un contrat avec le département de la Défense. Ils construisent le projet Chimera. Qu'est-ce que c'est? Système de ciblage autonome. Mir expliqua, sa voix froide. Drones qui n'ont pas besoin de pilotes humains. Drones qui décident
qui tuer basé sur la reconnaissance faciale et les algorithmes de menace. Mais le code est défectueux, Sarah. Dans les tests, il a ciblé des civils. Il a ciblé des enfants. Mon père sait, il a caché les données. Il va le vendre quand même pour des milliards. Sarah se sentit malade. Et vous avez volé la preuve? J'ai volé le code source. Sans cette clé, le projet est sans valeur. Il ne peut pas le répliquer. Décryptage 85%. Soudainement, les lumières dans la pièce vacillèrent, puis elles s'éteignirent. L'ordinateur portable passa sur batterie. Qu'est-il arrivé? Sarah demanda dans le noir. Le verrou électronique sur la porte bipa. Accès outrepassé. La lourde porte grinça ouverte. Debout là n'était pas Arthur Sterling. C'était Eddie. Il tenait d'une clé et il avait l'air désolé. « Je suis désolé, Sarah. » Eddie dit, sa voix tremblant. Derrière Eddie se tenait l'homme avec la cicatrice et deux autres. « Eddie, qu'avez-vous fait? » Sarah allaita. « J'ai reçu une alerte texte. » Eddie bégaya, brandissant son téléphone. « Alerte Ambre. Nouvelle locale. 1 million de dollars, Sarah. Ils ont dit que vous avez kidnappé un enfant mentalement instable. 1 million de dollars pour information. » Arthur Sterling marcha dans le garage, contournant les flaques de graisse. Il regarda Sarah avec une pitié déçue. Tout le monde a un prix. Sarah, Arthur dit, même la famille. Il regarda Maya. La clé, Mia, donne-la-moi et rentre à la maison. Papa n'est plus en colère. Maya attrapa la clé USB avant que le décryptage ne finisse. Elle la serra contre sa poitrine. Non, elle dit. Arthur soupira. Il claqua ses doigts. Sécurisez la fille. Occupez-vous de la serveuse. Faites que cela ressemble à une overdose. Le garde cicatrisé bondit sur Sarah. Sarah ne pensa pas. Elle réagit. Elle attrapa une bombe de nettoyant pour frein de l'établi et la pulvérisa directement dans les yeux du garde. Il cria, griffant son visage. « Cours, Maya! » Sarah cria. Sarah plaqua Eddie, le projetant sur Arthur. Le milliardaire trébucha en arrière, son cher manteau s'étalant contre une jante de pneu sale. Maya ne courut pas hors de la porte. Elle courut d'en haut. Elle grimpa l'étagère du garage, renversant de lourds alternateurs et batteries de voitures sur les gardes en dessous. « Attrapez-les! » Arthur hurla, perdant son sang-froid. Sarah attrapa une lourde clé dynamométrique. Elle la balança sauvagement, gardant les deux autres gardes à distance. « Va, Maya, sortez d'ici. Passons-vous. » Maya cria des chevrons. Maya repéra le système de suppression d'incendie au plafond. Elle tira un multi-outil de sa poche, volé du banc d'Eddie, et le coinça dans la valve de l'arroseur. Sifflement. Eau noire et rouillée d'années de stagnation explosa vers le bas à haute pression. Elle trempa tout instantanément. Le sol devint une patinoire d'eau et d'huile. Arthur glissa et tomba lourdement. Les gardes glissaient, incapables d'obtenir de la traction. Sarah vit sa chance. Elle grimpa les étagères, rejoignant Maya près du puits de lumière. « Nous devons sauter, » Sarah dit, regardant le toit du bâtiment adjacent. C'était à 5 pieds de distance. « Je ne peux pas faire ça, » Maya cria. « Je vous jetterai, » Sarah dit. « Faites-moi confiance. » Sarah attrapa la fille par la taille. 1, 2, 3. Elle lança Mia à travers l'espace. Mia atterrit sur le toit de gravier du bâtiment suivant, roulant en sécurité. Sarah sauta après elle. Son tibia frappa contre le rebord, une douleur aveuglante remontant sa jambe. Mais elle se hissa. Elles étaient dehors, mais elles n'avaient pas de voiture, pas de téléphone et pas d'argent. Et l'homme le plus puissant de Boston savait exactement où elles étaient. La nuit était tombée. Sarah et Maya tremblaient dans une station de métro dans le centre-ville. Sarah avait déchiré son tablier pour lier son tabia saignant. « Nous ne pouvons pas continuer à courir, » Sarah dit. « Ils contrôlent les caméras. Ils contrôlent la police.
Il vient de retourner mon propre cousin contre moi. Maya regarda la clé USB. Nous devons le télécharger. Si les données sont publiques, il ne peut pas nous blesser. Si le monde voit les vidéos de ciblage, il va en prison. S'éclaircit la gorge. Nous avons besoin d'un ordinateur, Sarah dit, mais pas une bibliothèque. Il surveillera les connexions. J'ai besoin d'une tour de diffusion, Maya dit, ou une ligne directe vers un serveur majeur. J'ai besoin des nouvelles. Sarah leva les yeux vers l'écran de télévision monté dans la station de métro. Il jouait les nouvelles locales. WBZ-TV, le bandeau défilant en bas lisait recherché pour enlèvement ARS. La station d'information, Sarah dit, WBZ Studio. C'est sur Soldiers Field Road. Ils ont une liaison satellite. Maya hocha la tête. Si je peux brancher ceci dans leur contrôle principal, je peux outrepasser le signal. Je peux diffuser les preuves en direct à chaque téléviseur en Nouvelle-Angleterre. C'est une forteresse. Meilleure garde de sécurité carte-clé. Je peux pirater les cartes clés si je m'approche assez, Maya dit. Mais nous devons entrer. Sarah regarda sa réflexion dans la vitre du métro. Elle ressemblait à une fugitive. Mais elle se rappela quelque chose. J'ai fréquenté un gars une fois, Sarah dit, un sourire sombre se formant. Il travaillait à la restauration. Il dit les équipes de nouvelles commandent de la nourriture chaque nuit à 21h. Grosse commande. Sarah regarda sa montre. 20h15. Nous allons livrer de la nourriture. Une heure plus tard, Sarah et Maya se tenaient à l'entrée de livraison arrière du bâtiment WBZ. Sarah avait volé 2 vestes de livraison de Joe's Pizza d'un cyclomoteur de livreur garé devant un bar. Elle portait une pile de boîtes en carton vide qu'elle trouva dans une benne à ordures. Maya était cachée à l'intérieur de la boîte du bas, respirant par des trous d'air, serrant la clé USB. Sarah pressa la sonnette. « Pizza pour l'équipe de nuit », Sarah appela, abaissant sa voix. Le garde vérifia la caméra. Il vit une personne de livraison fatiguée. S'éclaircit la gorge. Il fit vibrer la porte. Sarah entra, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle marcha devant le bureau de sécurité. « Laissez-le sur la table. » Le garde grogna, ne levant pas les yeux de son téléphone. « Salle de bain ?» Sarah demanda. Au fond du couloir à gauche. Sarah marcha dans le couloir, tournant le coin et déposa les boîtes. Maya apparut. « Le contrôle principal est au 3e étage, Mia murmura, vérifiant une carte numérique sur un smartphone volé. Elles avaient volé dans le métro. « Nous avons besoin de l'ascenseur. » Elles atteignirent l'ascenseur. Maya tira un petit appareil elle avait fabriqué du garage d'Eddie, une batterie connectée à une bobine de cuivre. Elle le tint au lecteur de cartes. Zap! La lumière devint verte. Elles entrèrent. S'éclaircit la gorge. Alors que les portes se fermaient, le téléphone de Sarah, qu'elle avait éteint mais rallumé maintenant pour vérifier l'heure, vibra. Un message texte d'un numéro inconnu. « Je sais que vous êtes dans la station de télévision, Sarah. Vous êtes vraiment ingénieuse. » Sarah se figea. Il sait. L'ascenseur s'arrêta, mais pas au 3e étage. Il s'arrêta au second. Les portes s'ouvrirent. Debout là n'était pas un garde. C'était Arthur Sterling seul. Il tenait un pistolet équipé d'un silencieux. « Pensiez-vous je ne possédais pas la station de nouvelles aussi? » Arthur sourit sadiquement. « Je suis un actionnaire majoritaire, Sarah. » Il leva l'arme. « Donnez-moi la clé. » Maya s'avança devant Sarah. « Ne la tirez pas. »« Alors donnez-le-moi, » Arthur cria, son calme finalement se brisant. S'éclaircit la gorge. « Avez-vous une idée combien d'argent est en jeu? Savez-vous ce qui arrive à l'entreprise si ceci fuite? » « Les gens vivront, » Maya dit. « Les gens meurent chaque jour, » Arthur cria. « Nous juste le rendons efficace. » Il arma le chien. « Compte de 3. 1. » Sarah regarda autour. Elles étaient dans un couloir. Alarme incendie. Station de tirage. Trop loin. 2. Sarah regarda Maya. La fille tenait la clé serrée, puis Sarah le vit.
Le panneau d'ascenseur derrière elle, le bouton d'arrêt d'urgence et la trappe de service dans le plafond de la cabine d'ascenseur. 3. Arthur appuya sur la gâchette. Clic. Rien ne se passa. Arthur regarda l'arme, confus. Il tira la culasse. Une balle coincée dans la chambre. Munitions bon marché. Sarah se moqua. Elle n'attendit pas. Elle claqua le bouton de fermeture de porte. Arthur bondit en avant, essayant de coller son bras dans la porte, mais le capteur de sécurité avait été désactivé par le piratage antérieur de Mir. Les portes se refermèrent sur la manche du cher manteau d'Arthur. Il cria alors que l'ascenseur montait en flèche. Il arracha son bras libre, laissant un lambeau de laine grise derrière. Il prend les escaliers. Sarah haleta. Nous avons des secondes. L'ascenseur tinta au 3e étage. Contrôle principal. Elle fait éruption dans la pièce. C'était un mur de moniteurs. 2 techniciens s'assèrent là, stupéfaits par les 2 intrus trempés. « Sortez !» Sarah cria, attrapant un extincteur du mur et le pulvérisant dans l'air. « Feu! Sortez !» Le technicien se précipita, courant vers la sortie. Sarah verrouilla la porte derrière eux et coinça une chaise sous la poignée. « Où cela va-t-il? » Sarah cria. Maya pointa vers un massif rack de serveurs étiqueté liaison montante principale. Elle courut vers lui, brancha la clé. « Il a besoin d'un mot de passe, » Maya dit, ses doigts volants. Le pare-feu de la station est plus fort que je pensais. De l'extérieur de la porte, de lourds coups résonnèrent. Arthur jetait son corps contre la porte. « Ouvrez cette porte » Arthur cria. « Je vous tuerai toutes les 2. » « Combien de temps, Maya? » 2 minutes. Les charnières de la porte commencèrent à céder. Arthur n'était plus seul. Les gardes du corps étaient arrivés. Sarah regarda autour de la pièce. Elle vit le moniteur de diffusion en direct. Les nouvelles de l'OSPM étaient en direct à l'antenne. Les présentateurs lisaient une histoire sur la météo. Maya Sarah dit « Ne piratez pas le serveur. Piratez le flux. » « Quoi? Mettez la vidéo sur le flux en direct tout de suite. » Maya comprit. Elle changea de tactique. Au lieu de télécharger les fichiers sur Internet, Edward Mill détourna l'entrée HDMI pour le studio A. La porte s'entr'ouvrit. Le garde cicatrisé passa sa main à travers, essayant de retirer la chaise. Sarah attrapa l'extincteur et le frappa sur sa main. Il hurla. « Fais !» Maya cria. « C'est en direct. » La salle de contrôle principale de WBZ-TV était plus froide que le couloir. Elle bourdonnait avec le bruit blanc de 100 ventilateurs de refroidissement et le bourdonnement électrique de serveurs haute tension. Un mur entier était dominé par une mosaïque de 50 écrans, le multiviewer montrant chaque flux d'une caméra, chaque coupure publicitaire et le programme en direct actuellement diffusé, les nouvelles locales du 9 octobre. Sarah claqua la lourde porte insonorisée, sa poitrine se soulevant. Elle attrapa une chaise de bureau en acier et la coinça sous la poignée, calant le dossier contre le sol. Combien de temps? Sarah haleta, essuyant la sueur et la graisse de son front. Maya était déjà à la console principale. Les 2 techniciens de nuit, un homme nommé Dave et une femme nommée Linda, étaient blottis dans le coin, terrifiés par l'intrusion soudaine d'une serveuse mouillée et saignante, s'éclaircit la gorge, et d'un petit enfant. « Ne bougez pas », Sarah les avertit, brandissant l'extincteur qu'elle avait arraché du mur du couloir. « Nous ne sommes pas ici pour vous blesser. Nous avons juste besoin de 5 minutes. » Maya les ignora. S'éclaircit la gorge. Elle était debout sur une chaise à roulettes pour atteindre le clavier de la station d'ingestion principale. Ses petites boîtes, habituellement si stables, tremblaient, mais son esprit était bloqué. La station a un délai de 7 secondes, Maya dit, ses yeux parcourant le code du terminal Linux, et le pare-feu est de qualité militaire. Sterling possède l'infrastructure. Si j'essaie de télécharger sur le web, ces algorithmes signaleront le paquet et tueront la connexion avant qu'elle n'atteigne 10%. Cognement. La porte derrière Sarah frissonna.
Une lourde botte l'avait frappé de l'extérieur. « Ouvrez la porte. » La voix était étouffée mais inimitable. « Arthur Sterling. »« Il est ici. » Sarah murmura. Elle regarda les moniteurs. Sur l'écran central, le météorologue, un gars jovial nommé Steve, pointait une carte d'un front froid se déplaçant sur Worcester. « Maya, nous n'avons pas le temps pour le web, » Sarah dit. Une idée désespérée se formant. Regardez les écrans. Des millions de gens regardent ce météorologue juste maintenant. Ne téléchargez pas le fichier. Jouez-le. Maya se figea pendant une microseconde, comprenant le pivot. Détournez le flux en direct. Outrepasser analogique. Pouvez-vous le faire? Je dois contourner la table de mixage, Maya dit, sautant et rampant sous le bureau, tirant la clé USB avec elle. Et j'ai besoin de trouver le patch HDMI pour le studio A. Crac! Le cadre de porte éclata. La chaise coincée sous la poignée gémit sous la pression. Dehors, le garde du corps cicatrisé, Graves lançait son entier poids de 250 livres contre le bois. « Sarah! » La voix d'Arthur hurla, perdant tout son vernis poli. « Vous faites la plus grande erreur de votre vie. Vous pensez que vous êtes une héroïne? Vous êtes un insecte. Je vous écraserai. » Sarah tint bon, serrant l'extincteur. Elle regarda Dave, le technicien. « Y a-t-il une autre façon d'entrer? » Elle demanda. Dave secoua sa tête, les yeux grands. « C'est une porte coupe-feu, en pleine. Mais le cadre est vieux. » Craquement sec. La charnière supérieure céda. La porte se souleva vers l'intérieur, créant un espace. À travers la fente, Sarah vit les froids yeux bleus d'Arthur Sterling. « Dernière chance, Sarah. » Arthur siffla à travers l'espace. « Ouvrez-le et je le ferai vite. Gardez-le fermé et je m'assurerai que vous ressentirez chaque seconde de cela. »« Continuez à taper, Mia, » Sarah cria. Sous le bureau, Maya arrachait des câbles de la tour de serveur. Elle trouva le câble d'entrée principal, une épaisse ligne de fibre optique tressée. Elle coinça la clé USB dans un dongle convertisseur. Elle avait volé du magasin d'Eddie et la força dans le port. « Je suis dedans !» Maya cria. « Je contourne le délai. » La porte explosa vers l'intérieur. La chaise que Sarah avait coincée vola à travers la pièce, glissant dans le mur. Grave, le garde du corps massif, fonça dans la pièce, son arme dégainée. Derrière lui marchait Arthur Sterling, son cher manteau déchiré, son visage un masque de pure rage non adultérée. « Arrêtez !» Arthur commanda. Grave leva son arme, visant directement Mir, qui se précipitait dessous le bureau. « Non !» Sarah cria. Elle ne pensa pas. Elle n'hésita pas. Elle lança le lourd extincteur avec chaque once de force qui lui restait. Il tourbillonna dans l'air, un flou rouge, et percuta l'épaule de Graves juste au moment où il appuya sur la gâchette. Bang! La balle alla large, brisant un moniteur en verre sur le mur lointain dans une douche d'étincelles. Graves rugit de douleur, tombant à un genou, son arme cliquetant sur le sol. Sarah plongea pour l'arme lâche, mais Arthur était plus rapide. Il marcha sur sa main, broyant son talon dans ses doigts. Sarah cria, mais elle attrapa sa cheville et tordit, essayant de le déséquilibrer. Arthur la frappa fort aux côtes. Sarah haleta, l'air quittant ses poumons, et se recroquevilla sur le sol. Arthur tendit la main, ramassa l'arme et la nivela sur Maya. Mia se tint près de la console. Elle ne courait pas. Sa main était planant au-dessus de la touche d'exécution. « Éloigne-toi du tableau, Maya », Arthur dit, sa poitrine se soulevant. « C'est fini. » La pièce devint silencieuse, sauf pour le bourdonnement des serveurs. « Pourquoi ?» Maya demanda, sa voix petite mais stable. « Pourquoi les avez-vous tués ?» Arthur ricana. « Projet chimère sauve des vies, Maya. Il élimine les menaces avant qu'elles arrivent. Savez-vous combien la guerre est désordonnée? Mes drones le rendent propre, précis. J'ai vu la vidéo, Maya dit, des larmes montant dans ses yeux. Ce n'était pas une menace. C'était un bus scolaire. C'était une marge d'erreur acceptable, Arthur rugit,
la veine dans son cou gonflant. Le progrès exige des sacrifices. Maintenant, éloignez-vous. Vous avez raison, Maya murmura. Le progrès exige bien des sacrifices. Elle claqua son poing sur la touche entrée. Arthur appuya sur la gâchette. Clic. Silence. Arthur fixa l'arme. Il tira la culasse. Une douille coincée vola dehors, mais il n'avait pas nettoyé la chambre correctement. Je vous l'ai dit. Sarah siffla du sol, serrant ses côtes cassées. Munitions bon marché. Arthur leva les yeux. Il regarda le mur d'écran. Le météorologue était parti. Sur les 50 moniteurs, l'image avait changé. Ce n'était plus la carte météo. C'étaient des images aériennes granuleuses en noir et blanc. L'horodatage dans le coin lisait « Site de Testcat, Nevada ». L'audio résonna à travers les haut-parleurs du studio, fort et distordu. « Cible acquise », une voix robotique dit, puis la voix d'Arthur, claire, arrogante et indéniable, remplit la pièce. « Je ne me soucie pas des chiffres de dommages collatéraux. Nettoyez les données. Si le DODI découvre que l'IA cible des enfants, nous perdons le contrat. Brûlez les journaux. » Sur l'écran, le drone tira. Le bus sur le moniteur explosa en un panache de poussière silencieux. Horrible. Arthur Sterling resta figé. Son visage devint pâle, se vidant de toute couleur. Il regarda l'explosion en boucle. Il regarda sa propre voix le damner à l'enfer. Il se tourna lentement vers la fenêtre de la salle de contrôle. Dehors dans la salle de rédaction principale, des gens se levaient. Journalistes, stagiaires, concierges. Il regardait tous les moniteurs. Il le regardait. Son téléphone commença à sonner. Puis le téléphone de Grove. Puis le téléphone fixe rouge sur le bureau du technicien. Le son était une cacophonie de jugement. « Éteignez-le, Arthur murmura, sa voix tremblante. « Éteignez-le. »« Je ne peux pas, » Maya dit doucement. « C'est en direct. C'est partout. CNN vient de capter le flux. » Arthur regarda son garde du corps. Grave détruisait le serveur, tirait sur les ordinateurs. Grave se leva, serrant son épaule brisée. Il regarda l'écran au bus en feu. Il regarda Arthur. Il regarda l'arme coincée dans la main d'Arthur. « J'ai une fille, » Graves grogna. Il atteignit dans sa poche, tira son badge de sécurité et le laissa tomber sur le sol. Il se tourna et sortit de la porte, laissant le milliardaire seul. Au loin, la baleine de sirène commença. Cela commença comme un gémissement bas et devint un cœur assourdissant. Police de Boston, policier d'État, le FBI. Arthur Sterling regarda Sarah, qui se relevait utilisant le bureau. « Je peux réparer ceci, » Arthur bégaya, ses yeux sauvages. « J'ai de l'argent, j'ai des avocats, je peux faire tourner ceci. »« Vous ne pouvez pas acheter ceci, Arthur, » Sarah dit, boitant pour se tenir à côté de Maya. Elle mit son bras autour des épaules de la fille. « Vous venez de confesser au monde. » Arthur s'enfonça dans la chaise à roulettes que Mayer avait libérée. Il semblait petit. Le titan de l'industrie, le roi de Boston, était juste un homme dans un manteau déchiré avec une arme coincée. « Elle était mon chef-d'œuvre, » Arthur murmura, regardant Maya. « Elle était censée être l'héritière. »« Je ne suis pas votre héritière, » Maya dit, enfouissant son visage dans le côté de Sarah. « Je suis juste une enfant. » 2 minutes plus tard, une équipe SWAT franchit les postes principales. « Police, mettez-vous au sol. » Pointes laser rouges dansèrent sur la poitrine d'Arthur. Il ne résista pas. Il leva ses mains lentement, un sourire vaincu sur son visage. Alors qu'il le menottait et le traînait dehors, il ne regarda pas en arrière. Un paramédical se précipita un moment plus tard. Qui est blessé? Sarah finalement laissa l'adrénaline partir. Ses jambes cédèrent et elle glissa au sol. « Nous sommes d'accord, » elle murmura, tenant Maya serrée. « Nous sommes d'accord. » S'éclaircit la gorge. L'épilogue. 3 mois plus tard, la cloche au-dessus de la porte du diner d'Ali ne juste tinta pas, elle chanta. C'était un croustillant mardi matin dans South Boston. Le diner était méconnaissable de l'établissement sombre et en difficulté qu'il avait été en hiver.
Les murs étaient fraîchement peints d'une chaude couleur crème. L'enseigne néon vacillante avait été remplacée par une LED de style rétro qui brillait d'un rouge vif et stable. Mais le plus grand changement était la foule. Il y avait une file d'attente dehors la porte. Touristes de New York, locaux de Dorchester et même quelques types en costume de quartier financier attendaient une table. Ils voulaient tous manger à l'endroit où la serveuse travaillait. Sarah équilibra un plateau de 4 grandes chalem et une cafetière. Et elle bougea avec une nouvelle énergie. Son uniforme était impeccable et les cernes sous ses yeux étaient parties. Elle n'était plus juste survivant. Elle était prospérant. Commande prête, Sarah. Gros Mike cria de la cuisine. Même Mike semblait mieux. Il portait une propre toque de chef et avait réellement rasé. Sarah laissa tomber les assiettes à la table 6, charmant un couple du Vermont avec une blague sur la météo avant de se diriger vers le comptoir. Un homme en costume élégant était assis là. C'était M. Blackwood, l'avocat puissant qui avait pris leur affaire pro bono après avoir vu la diffusion. « Bonjour, Sarah », Blackwood dit, faisant glisser une épaisse enveloppe en manille sur le comptoir. « Bonjour, Alan. Bonnes nouvelles. Le meilleur. » Blackwood sourit. Le juge finalisa les papiers d'adoption il y a 1 heure. Les droits parentaux de Sterling ont été définitivement terminés en raison de l'incarcération. Il fait face à 25 ans à perpétuité en prison fédérale. L'accord de plaidoyer fut rejeté. Sarah sentit un poids qu'elle n'avait pas réalisé, elle portait encore se soulever de ses épaules. Et la fiducie débloquée, Blackwood dit. La grand-mère de Maya, la mère d'Arthur, d'Arthur, qui détestait ses tripes au passage, laissa un fonds fiduciaire qu'Arthur avait bloqué. C'est accessible maintenant. C'est substantiel. Vous n'aurez plus à travailler de double quart, Sarah. Vous pouvez finir l'école d'infirmière à temps plein. Sarah toucha l'enveloppe, des larmes piquant ses yeux. Je ne démissionne pas, Alan. J'aime cet endroit. Il nous a sauvés. La porte d'entrée s'ouvrit. La ruée du matin devint plus forte. Un bus scolaire jaune vif s'arrêta au trottoir dehors. Une vue qui terrifiait autrefois Maya, mais maintenant signifiait juste l'école. La porte arrière de la cuisine s'ouvrit en grand. Maya entra. Elle semblait différente, plus grande. Le regard creux hanté était parti, remplacé par des joues roses et une démarche confiante. Elle portait un sac à dos qui semblait lourd de livres et une paire de baskets lumineuses. « Hé, maman !» Maya appela. Le mot resta en l'air, doux et absolu. « Maman !» Le cœur de Sarah se gonfla. « Hé, chérie, vous avez votre déjeuner? »« Ouais. » Mike m'a fait un club de dinde. Maya sauta sur un tabouret. « Monsieur Blackwood a-t-il apporté les papiers? » Il le fit. Sarah sourit largement. « C'est officiel. Vous êtes coincé avec moi. » Maya rayonna, un sourire qui illumina tout le dîner. Elle atteignit dans sa poche. Pendant 1 seconde, Sarah eut un flashback aux anciens jours, attendant un dessin sur serviette d'un oiseau ou d'un monstre. Mais Maya tira une petite boîte en velours. « J'ai fait quelque chose, Maya dit en cours de technologie. »« Bien, club d'impression 3D, Sarah ouvrit la boîte. À l'intérieur était un petit porte-clés en argent. C'était un oiseau, un moineau, juste comme celui sur la première serviette. Mais celui-ci portait une minuscule casquette d'infirmière. « Parce que vous avez réparé mes ailes, » Maya murmura. Sarah marcha autour du comptoir et tira Maya dans un câlin, ignorant le diner occupé, ignorant le téléphone qui sonnait, ignorant tout sauf le sentiment de sa fille dans ses bras. « Allez à l'école, génie. » Sarah embrassa le haut de sa tête. « Et ne piratez plus l'ordinateur du directeur. Il a oublié son mot de passe. J'aidais. » Maya rit, attrapant son sac et courant vers la porte. Elle s'arrêta au seuil, regardant en arrière Sarah. Elle donna un rapide signe de main, une heureuse, normale vague d'une heureuse, normale enfant, et courut dehors pour attraper son bus. Sarah la regarda partir. Elle prit une profonde respiration, inhalant l'odeur de bacon, de café et de pluie. Elle ramassa la cafetière, se tourna vers la pièce animée de clients et sourit.
Qui a besoin d'une recharge? Et cela est l'histoire de comment un seul acte de gentillesse, une assiette de crêpes aux myrtilles, renversa un empire d'1 milliard de dollars. Cela nous rappelle que vous ne savez jamais vraiment qui vous aide ou quelle bataille ils combattent. Sarah n'avait pas d'argent, de pouvoir ou d'armes. Elle juste avait du courage. Arthur Sterling pensait son argent le rendait intouchable, mais il oublia la plus importante variable dans l'équation. Une femme avec rien à perdre, protégeant une enfant qui avait tout perdu. Si vous avez apprécié cette histoire de justice, de suspense et le lien entre Sarah et Maya, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Cela vraiment aide la chaîne à grandir. Et si vous voulez plus d'histoires comme ceci, frappez s'abonner et sonnez la cloche de notification pour que vous ne manquiez jamais une mise en ligne. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Sarah? Auriez-vous couru ou auriez-vous combattu? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder et je vous verrai dans le prochain.